Donc, comme promis, il est 9h35, donc je vous propose qu'on commence. On aura certainement des personnes qui vont se connecter, peut-être les derniers retardataires, au fur et à mesure de ce webinaire. Mais on ne va pas perdre plus de temps que ça en introduction. Donc, simplement quelques informations avant de démarrer. Donc, le webinaire va durer maximum 2 heures, en fait. Pas à peu près, ce sera maximum 2 heures, peut-être un petit peu moins en fonction des temps d'échange et des questions que vous allez nous poser au fur et à mesure de la matinée. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure de cette réunion. En fait, il va y avoir plusieurs séquences et on vous proposera des temps d'échange à chaque fin de séquence. Vous aurez deux façons de les poser, soit en indiquant que vous souhaitez prendre la parole en levant la main, soit en posant vos questions au fur et à mesure de la présentation directement dans le chat. Et après, c'est Vincent qui sera notre modérateur et qui reprendra ces questions en essayant peut-être de les mutualiser s'il y a plusieurs questions qui se recoupent. Peut-être une petite présentation rapide du déroulement de la matinée. Donc, une petite phase d'introduction. On va expliquer pourquoi cette réglementation, donc une remise en contexte. On va expliquer évidemment que dit la réglementation, et c'est vraiment un petit peu le cœur du sujet, le cœur de la matinée. On va vous présenter quelques outils pour vous aider à préparer les sorties ou en tout cas à transmettre l'information à vos clients, aux usagers qui peuvent venir vous voir, et puis une petite partie de conclusion. Pour démarrer, donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler de l'arrêté préfectoral de protection de biotope forêt d'altitude. Donc, c'est vraiment un outil de protection réglementaire qui est mis en place au niveau départemental. Et chaque préfet, en fait, met en place ses propres arrêtés en fonction des enjeux qu'il peut avoir sur son département. Et là, ici, dans le département du Jura, ce sont les forêts d'altitude qui ont été jugées comme étant importantes dans le département. Je ne vais pas plus m'étendre puisque c'est David qui présentera beaucoup plus en détail cette partie-là. Mais voilà, cet APB forêt d'altitude, il vise vraiment à mieux protéger des espèces d'intérêt majeur pour le département du Jura. Donc, vous connaissez a priori tous le grand tétras, mais on parle aussi des petites chouettes de montagne, des pics, etc. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quel est l'enjeu ou quel est l'objectif finalement de cette matinée? C'est vraiment d'arriver à ce que vous puissiez vraiment comprendre du mieux possible cet arrêté de protection de biotope, pouvoir vous l'approprier d'une certaine façon, pour pouvoir restituer ces éléments d'information à vos clients et aux usagers, parce que c'est vrai que ce texte est extrêmement complexe, même pour nous. Pourtant, on le manipule depuis déjà quelques années et on en est encore à essayer de comprendre ses subtilités. Donc, on s'est dit qu'il était vraiment nécessaire de pouvoir vous aider du mieux possible dans cette compréhension. L'idée aussi, c'est de vous permettre de pouvoir identifier les différents acteurs et les organismes qui peuvent être des ressources pour vous sur ce sujet-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaître les bons outils pour préparer les sorties et mieux conseiller les personnes qui viennent vous voir. Globalement, tout ça devrait vous aider à mieux communiquer sur l'APB, notamment dans des périodes un petit peu particulières comme on a eu l'année dernière avec un hiver sans neige où les personnes étaient un petit peu perturbées par cette situation qui l'année dernière était inédite, mais qui risque de se reproduire, en tout cas on l'espère pas trop souvent, mais qui va forcément se reproduire dans les prochaines années. On va prendre quelques minutes pour présenter les différents intervenants de la matinée. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, donc je suis Alexandra Deprat, je suis directrice du groupe Tétra Jura et je vais être un petit peu votre présentatrice pour ce webinaire. Le fil rouge, peut-être un petit peu aussi mettre du temps si on voit que les débats s'éternisent un petit peu. Marjolaine, tu veux bien te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Marjolaine, donc je suis chargée de mission au sein du groupe Tétradura. Donc mes missions en général, ça va plutôt être tout ce qui est sensibilisation au sens large du terme, donc aussi bien avec des maternelles qu'avec des adultes, et puis toutes les missions de terrain plutôt, donc suivi de population notamment sur le Grand Tétras et la gélinote des bois. Vincent? Bonjour à tous, je suis Vincent Gardet, je suis chargé de mission scientifique. Donc moi, je vais plus intervenir sur tout ce qui est scientifique dans l'association, quel protocole on met en place, quelles données on analyse, de quelles données on a besoin. Ça va constituer le cœur de mon poste. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit, Vincent sera notre modérateur. Elina.
Bonjour, donc je m'appelle Elina Galou, je suis en service civique au groupe Tetra et je travaille principalement sur les APPB, justement. Maxime, si tu veux bien te présenter. Bonjour, je suis Maxime Chenet, je travaille au service départemental du Jura de l'Office français de la biodiversité. Simplement pour vous dire que l'OFB, c'est l'établissement public qui est en charge de la préservation de la biodiversité. Et on a trois types de missions principales. La grosse mission de police de l'environnement, euh, l'appui aux administrations, collectivités, associations, notamment par les avis techniques qu'on peut rendre. Et puis, on effectue aussi du suivi de la faune et des habitats. Merci. Et puis David, je vais te laisser te présenter et puis prendre la parole pour la suite du webinaire avec la partie qui concerne pourquoi une réglementation. Oui, bonjour, David Guérino. Je suis chargé de mission aire protégée à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une grande structure qui regroupe plusieurs services, dont un service qui a la charge de la biodiversité, de l'eau et des paysages, avec notamment les espèces et les aires protégées. Eh ben, on te laisse la parole pour la deuxième partie. Alors, je vous propose de commencer par rappeler un peu le contexte général. On assiste aujourd'hui à un effondrement de la biodiversité de notre planète. On connaît la crise climatique, on appréhende un peu moins la crise de la biodiversité. Il faut savoir qu'il disparaît aujourd'hui une espèce toutes les 10 minutes, c'est-à-dire que quand on se quittera, on aura une dizaine d'espèces qui auront disparu de la planète. L'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose, c'est une crise assez discrète, insidieuse, c'est-à-dire que si on va dans les montagnes du Haut-Jura, on ne verra pas d'animaux morts en forêt. L'effondrement de la biodiversité, c'est un déclin des populations, des espèces qui vont disparaître de certains territoires, et c'est assez mal perçu, appréhendé par le grand public, je pense, parce que c'est très très discret. Alors vous connaissez le GIEC, les experts du climat, on a l'équivalent pour la biodiversité, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et ces experts nous expliquent et nous rappellent que les aires protégées sont un moyen efficace d'enrayer cet effondrement et de protéger les espèces menacées. Alors on peut s'intéresser là maintenant aux outils de protection. On a tout d'abord le Code de l'environnement qui regroupe des textes relatifs au droit de l'environnement. On a surtout la loi du 10 juillet 1976 qui a instauré le statut d'aire protégée avec des parcs nationaux, les réserves naturelles et les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, les APPB. Elle instaure aussi le statut d'espèce protégée, puis elle évoque aussi la nécessité d'avoir des études d'impact pour les projets qui sont susceptibles de nuire à l'environnement. Alors, concernant les espèces protégées, on a une suite d'arrêtés ministériels qui, par grand groupe d'espèces, listent les espèces protégées. Pour les oiseaux, par exemple, on a un arrêté d'octobre 2009 qui liste les espèces protégées où on va retrouver le grand tétras et des chouettes d'altitude. Cette loi-là, elle nous parle aussi des aires protégées. Alors, je vais le développer un peu plus en détail après. On a aussi les plans nationaux d'action qui sont un outil du Code de l'environnement qui permet une mobilisation collective des acteurs d'actions vraiment spécifiques en faveur d'espèces particulièrement menacées, comme le grand tétras. Le grand tétras, il bénéficie d'un plan national d'action, tout comme le lynx, par exemple. Alors, concernant l'historique des aires protégées, donc, comme je le disais, on en crée depuis la loi de 1976, c'est-à-dire que ça fait près de 50 ans qu'on crée des aires protégées. Suite à la loi Grenelle en 2009, on a mis en place une stratégie de création d'aires protégées avec pour objectif de couvrir au moins 2% du territoire avec des aires protégées fortes. Justement pour enrayer cet effondrement de la biodiversité. Et puis aujourd'hui, on lance une deuxième stratégie nationale sur 10 ans également, 2020 à 2030, avec un double objectif surfacique, c'est-à-dire protéger au moins 30% du territoire avec des aires protégées, dont 10% d'aires protégées fortes. Alors, une aire protégée forte, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai emprunté un petit schéma au Muséum national d'histoire naturelle.
cette pyramide, hein, on vous diffusera le diaporama à l'issue du webinaire. Le haut de la pyramide, on a les aires protégées fortes. Alors, je peux citer les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles nationales, régionales, les APPB. On a aussi les réserves biologiques intégrales ou dirigées de l'ONF pour protéger les forêts. On pourra aussi reconnaître au cas par cas les sites des conservatoires du littoral et les sites des conservatoires d'espaces naturels. Et puis, sur la base de cette pyramide, les autres aires protégées. Alors, je citerai par exemple les sites Natura 2000. Alors, les petites cartes en dessous, ça nous présente un peu région par région les surfaces d'aires protégées. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, on est à peu près à 23% d'aires protégées, dont 1,4% d'aires protégées fortes avec les réserves naturelles et les APPB, par exemple. Si on fait un zoom sur la région, alors en vert, les aires protégées et en bleu, les aires protégées fortes. Alors, vous reconnaissez peut-être les grands sites Natura 2000 et puis surtout les parcs naturels régionaux. On voit à l'ouest le parc naturel régional du Morvan. Côté est, le PNR du Doubs horloger et celui du Haut-Jura. Et puis au nord, au nord-est, le parc naturel des Ballons-Comtois. Et puis beaucoup plus petits, les taches bleues, ce sont des petites superficies en général, les réserves naturelles et les APPB. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à l'outil APPB, alors qu'est-ce qu'un APPB? Alors, comme toute aire protégée, on met en place des protections sur des sites où il y a des enjeux particuliers ou des cumuls d'enjeux sur la faune et la flore sauvage. On va mettre en place des protections spécifiques pour préserver les biotopes essentiels à ces espèces. J'aime bien rappeler qu'une aire protégée, y compris les APB, ce ne sont pas des territoires que l'on met sous cloche. C'est-à-dire qu'au cours de la procédure de création de ces aires protégées, on concerte avec les collectivités et les acteurs qui vont être concernés par le règlement. L'objectif, c'est de mettre en place des règlements qui permettent la poursuite des activités existantes dès lors qu'elles sont compatibles avec les objectifs de préservation des habitats et des espèces. On met en place des APB sur des sites où il y a des enjeux forts, un caractère patrimonial et un aspect remarquable du site. Alors, les APPB permettent, alors on a des crédits pour développer de la signalétique et des outils de communication, notamment des dépliants ou des plaquettes pour informer le public. Alors, concernant l'APPB du Jura, les forêts d'altitude, historiquement, alors le premier APB qui ciblait vraiment l'espèce grand tétra, il date de 1992. C'est suite au constat d'une baisse des populations, et notamment une disparition de l'espèce de l'oiseau sur certains massifs, et une baisse de son arbre de présence, qu'on a décidé de mettre en place cet outil de protection. Il a été révisé en 2005 puis en 2019. On a élargi le périmètre, le nombre de sites à des massifs périphériques où l'espèce était également menacée. Alors, c'est une espèce qui est sensible comme d'autres au dérangement, et l'objectif du règlement de l'APPB, c'est donc de lutter contre l'effondrement de la population en la protégeant notamment à des périodes particulièrement sensibles. L'APPB révisé en 2005 puis en 2019, il a instauré un comité qui a pour objectif d'assurer l'application et le suivi de ce règlement. On a élargi donc le périmètre de cette aire protégée en termes de surface, mais aussi en termes d'espèces. On peut dire que le grand tétra, c'est une espèce parapluie parce que sa protection va être bénéfique à d'autres espèces patrimoniales. Là, je peux faire une petite parenthèse sur les espèces menacées et les listes rouges. Les scientifiques ont établi des listes d'espèces menacées. Alors, le grand tétra et le pic tridactyle, qui est un pic particulier qu'on trouve dans les forêts d'altitude, sont classées en danger critique, c'est-à-dire qu'elles sont réellement menacées de disparition à court ou moyen terme si on n'y fait pas attention. On a aussi les chouettes d'altitude, la chouette de taille malme ou la chevêchette d'Europe, qui elles sont classées vulnérables, c'est-à-dire que leur population reste particulièrement fragile. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce règlement, qui est bénéfique au grand tétra et à la faune en général. Donc, alors, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors, on a un graphique, on voit que les populations de grand tétra sont fluctuantes, mais elles se maintiennent quand même si elles restent particulièrement fragiles.
La conclusion qu'on peut faire, c'est que pour cette aire protégée-là, comme pour d'autres, l'outil de protection est efficace parce que on a un maintien des espèces ou un déclin qui est beaucoup plus faible que sur d'autres massifs où on peut les voir disparaître. Le pic tridactyle, alors par exemple au niveau du massif du Rizou, on a une responsabilité particulière parce que le massif, il concentre moitié de la population nationale. Donc si jamais il disparaît de ce massif-là, on perd moitié de la population à l'échelle de la France. La PPB, il est bénéfique aussi aux chocs d'altitude. Malgré tout, on voit des espèces qui peuvent être en léger déclin, notamment le merle à plastron, mais là c'est plutôt du fait du réchauffement climatique et pas nécessairement des impacts des activités humaines. Voilà, j'ai fait le tour, je suis allé assez vite pour laisser le temps à des échanges maintenant. Merci David pour ta présentation. Alors, je ne sais pas si des personnes souhaitent prendre la parole ou s'il y a déjà des questions dans le chat, Vincent. Il n'y a pas de questions particulières. Monsieur le maire de la Joux indiquait que la protection pour le grand tétra était aussi potentiellement bénéfique pour la géinote des bois. Oui, oui. De la même manière, effectivement, c'est vraiment l'ensemble des espèces des forêts d'altitude qui bénéficient de cette protection mise en place. Donc, effectivement, on n'a pas cité la gélinote des bois parce qu'elle n'est pas protégée, elle n'a pas statut d'espèce protégée, mais de la même manière, elle profite également de la réglementation. C'est exact. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois qu'il y a une main qui est levée. Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je me posais une question quant aux effectifs de coq, enfin de grand tétras sur le secteur tamisé. Alors sur le secteur tamisé, donc là, effectivement, on n'est pas dans l'arrêté, on n'est pas dans les arrêtés de protection de biotope, on est dans le département de l'Ain. On n'a pas de réactualisation fine du massif. Normalement, ça devait intervenir cette année, mais on a eu un décalage à cause des mauvaises conditions météo. Ceci étant dit, sur le massif de Champfromier, donc qui englobe, pour nous, c'est une grande unité naturelle qui englobe le secteur du tamisé que vous évoquez, la situation est relativement critique, qui implique la mise en place par les services de l'État d'une zone de quiétude volontaire de la faune sauvage. Donc, on n'est pas sur un outil réglementaire, mais on est bien sur un outil de protection volontaire. Donc, il y a une animation locale qui est faite à ce titre-là, et vous en avez peut-être entendu parler selon votre place dans les acteurs du territoire. Et pour répondre plus précisément à votre question, les suivis sur place de champ l'année dernière indiquaient un coq chanteur certain sur la place de Champfromier, peut-être un deuxième. Donc la situation est vraiment critique puisque la population s'est effondrée en l'espace d'une dizaine d'années en fait. Donc on a toujours des oiseaux, mais voilà, une très très faible activité et une dynamique très mauvaise. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait, merci. D'autres questions, Vincent? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Pour l'instant, pas. Alors, je vous propose qu'on passe à l'étape suivante. Donc, on vous propose en fait un petit, ce qu'on a appelé un interlude, pour vous faire travailler aussi un petit peu. L'idée, c'est de vous proposer à ce point du webinaire où vous arrivez, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'outil, l'ont peut-être déjà expérimenté, d'autres sont peut-être complètement novices en la matière. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est par l'intermédiaire du chat, et je vais laisser Elina, elle va vous expliquer comment faire concrètement, de se donner 5 minutes à peu près, pour que vous puissiez indiquer les mots que vous évoque cet arrêté préfectoral de protection de biotope, pour qu'on puisse échanger aussi après et mieux nous rendre compte à ce point du webinaire, quelle est votre perception par rapport à cet outil, si c'est plutôt positif, négatif. Alors c'est complètement anonyme, donc vous pouvez complètement être, parfaitement honnête, j'ai envie de dire, si cet outil vous est totalement insupportable ou pas. Je vous demanderai juste pas de vulgarité, mais ça, je compte sur vous, sur l'Assemblée, sur la qualité de l'Assemblée pour que ça ne dérape pas. Mais voilà, et après, on se prendra quelques minutes et on pourra éventuellement échanger un petit peu, mettre en lumière un petit peu ces termes qui vont ressortir de ce petit exercice. Elina, tu peux expliquer comment ça fonctionne? Alors, normalement, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher sur votre écran. Et donc, vous allez pouvoir remplir les mots, indiquer les mots que vous voulez. Et après, je vais vous faire un partage d'écran pour voir les mots qui ressortent. Au fur et à mesure qu'ils sont saisis par les participants. Les mots principaux qui ressortent, on va dire.
Si jamais c'est aussi accessible dans la conversation du webinaire. Donc, on va se laisser 3 minutes. Enfin, Oui, 3 minutes, jusqu'à 10 heures. Hein, globalement, il est 10 heures moins 3, moins 4. Voilà. Pour l'instant, on a 0 réponse. Alors, j'espère que Très bien. ça arrive. Et si vous souhaitez en mettre plusieurs, hein, je pense que c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, vous n'êtes pas forcément limité à un seul mot. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, il est 10 heures passées d'une petite minute. Merci pour vos réponses. Elles continuent à arriver. Alors, on peut peut-être le laisser actif le temps de la discussion. Si d'autres personnes ont de l'inspiration qui arrive au fil de la discussion, je vois que ça bouge un peu dans tous les sens. Donc, merci, c'est vraiment intéressant. Donc, le mot qui ressort le plus, hein, c'est en fait la taille du mot indique s'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont utilisé. Donc, on voit vraiment qu'au centre, le terme de protection est vraiment celui que vous plébiscitez le plus. Donc, c'est plutôt, moi je le prends plutôt, je pense qu'on peut le prendre collectivement pour quelque chose d'assez positif. C'est plutôt intéressant, c'est que l'outil colle bien avec la perception que vous en avez. On retrouve aussi quiétude, sensibilisation, communication, espèce. Voilà, c'est vrai que c'est des termes que nous, on utilise beaucoup pour cet outil-là, mais visiblement, le message passe aussi à votre niveau et dans les retours que vous en avez. Donc, là-dessus, c'est plutôt intéressant. Alors après, je vais prendre un autre ordi, c'est tout petit sur mon écran. On trouve aussi en plus petit, du coup, les termes d'éducation, de reproduction, éveillé. On parle de survie, de conscience. Donc voilà, on est vraiment avec des mots qui englobent les aspects d'éducation, de sensibilisation, de transmission de l'information aussi. Alors, on ne cible pas des publics, hein, mais on imagine que c'est vis-à-vis des usagers. Donc, il y a aussi, alors j'ai vu passer un mot, mais je pense qu'il a été tout seul et du coup, il s'est un peu effacé. On avait flou qui était apparu au début, et ça, je pense que c'est vraiment c'est tout l'objet du webinaire en fait. Hein, c'est vraiment de faire en sorte que ce texte soit moins flou pour vous à l'issue de cet exercice. Donc, j'espère qu'on remplira l'objectif au moins pour vous participants. Et puis, évidemment, on retrouve les termes de contrôle. Ah oui, là, c'est pratique, ça, merci Vincent. Utile, mais trop permissif. Donc là, après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de quel côté on se place. On a toujours et on aura toujours des groupes d'acteurs qui vont considérer qu'on est trop permissif avec d'autres groupes d'acteurs. Je pense aux chasseurs, aux forestiers, aux skieurs, aux promeneurs, etc. Donc, effectivement, ça peut être mal perçu de la part des usagers, pardon, de la population, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est toute la complexité quand un texte comme celui-ci est écrit, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre les différents usagers et de permettre son efficacité vis-à-vis de son objectif premier qui est la protection des espèces. Donc, je pense qu'on va pas forcément aller plus loin, à moins qu'il y ait des réactions sur cette partie-là. Si vous souhaitez intervenir, comme tout à l'heure, je vous invite à lever la main et puis on pourra. En attendant, il y avait une question d'une personne qui demandait: est-ce que la chute du nombre de coqs peut correspondre à l'état de santé des épicéas? Alors non, pas directement. En fait, l'état de santé des épicéas, on parle du dépérissement qu'on voit tous actuellement de façon très brutale. En fait, le déclin des populations de grands tétras, il est engagé depuis une cinquantaine d'années maintenant. Donc, on ne peut pas le mettre en lien pour l'instant avec la situation des forêts résineuses. Le déclin des populations de tétras, il est lié à de multiples facteurs. C'est ce qui rend sa protection très compliquée. Et c'est aussi pourquoi on n'arrive pas vraiment à inverser la tendance. Il y a des questions effectivement liées à l'habitat. Et dans l'histoire, il y a eu du travail, et il y a encore du travail vis-à-vis des propriétaires et des gestionnaires forestiers pour améliorer cette situation. Et globalement, dans le Jura,
l'habitat n'est plus la question majeure en termes de conservation, mais plus largement, en fait, une des questions les plus importantes pour le massif jurassien, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait de ces espaces forestiers. Donc, utilisation au sens large, par la création de sentiers, voiries, dessertes en tout genre, la création de manifestations. En fait, l'homme au sens large a tendance à grignoter ces espaces naturels, et le grand tétras qui recherche des grandes surfaces. Hein, il faut savoir qu'un oiseau, un grand tétras, a besoin d'un territoire qui fait entre 60 et 100 hectares de forêt, donc c'est vraiment très grand pour un oiseau. Et voilà, l'homme, de par ses activités, grignote ces espaces et réduit ces zones d'inquiétude. C'est pour ça que les arrêtés de protection de biotopes jouent un rôle majeur, puisqu'ils garantissent normalement un minimum de zones de quiétude pour cette espèce, et comme on l'a dit plusieurs fois, qui bénéficie à d'autres. On n'a pas d'autres questions ? Pour l'instant, il ne me semble pas, non. Donc, par contre, pour finir sur la question des épicéas, il est possible que dans l'avenir, l'évolution des habitats pose un vrai problème à l'avenir des populations de tétras. Et ça, pour l'instant, c'est difficile de savoir dans quelle proportion. Peut-être que l'effet sera bénéfique à court terme, puisqu'il va ouvrir massivement les forêts et offrir des espaces de reproduction à cet oiseau. Mais au fur et à mesure que les forêts vont se régénérer, elles vont se refermer, les habitats vont se dégrader. Donc, toute la question sera de savoir quelle gestion on met en place pour garantir des habitats de bonne qualité. Ce sera vrai pour le tétras, mais ce sera vrai pour l'ensemble de l'avifaune, donc des oiseaux forestiers d'altitude, qui profitent aussi de ces forêts résineuses du Haut-Jura. Voilà, cette fois, je pense que j'ai brossé un tableau relativement complet. Maxime, si tu veux bien prendre la parole, on va maintenant rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet et aborder la question de précisément que nous dit la réglementation. Alors, avant de regarder ce que nous dit la réglementation, on va jeter un œil à cette carte pour voir en quel lieu s'applique cette réglementation de la PPB. Donc, vous voyez en vert, figuré sur la carte, 5 massifs: le Massacre, Banc à Robier, le Rizou, la Haute-Joux et Combe-Noire. Ça représente 4334 hectares sur lesquels des restrictions à certaines périodes sont imposées. On a fait figurer aussi sur la carte, ça semblait intéressant, les zones de quiétude de la réserve de la Haute-Chaîne, que vous voyez dans la partie la plus au sud, sud-est. C'est un outil réglementaire différent, mais l'objectif, c'est la quiétude également dans des zones qui sont très similaires en termes d'habitat et d'espèces. Donc finalement, c'est un outil réglementaire différent, mais avec de grandes similitudes. On voit aussi en rose, à l'est de la vallée de l'Orbe, le district franc fédéral du Noirmont en Suisse, dans le canton de Vaud. Là encore, les objectifs de protection sont les mêmes. Le but de la réglementation du district franc, c'est aussi la quiétude. Il y a des similitudes assez fortes aussi. Je vous invite à regarder, si vous avez à circuler dans ces secteurs-là, le site du canton de Vaud sur lequel vous trouverez la réglementation du district franc fédéral du Noirmont, et le site de la réserve de la Haute-Chaîne où on a également la réglementation détaillée concernant ces zones de quiétude. On va donc maintenant regarder cette réglementation qui s'applique à la PPB forêt d'altitude. L'arrêté, on l'a dit, Alexandra l'a rappelé, certains peuvent trouver qu'il est flou ou peu compréhensible. Il est vrai qu'il fait quand même 11 pages plus 7 annexes. Donc, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Malgré tout, le principe de base est relativement simple. Et en tout cas, là, on va s'atteler à regarder de plus près ce qui concerne les activités qui vous intéressent, qui intéressent le monde du tourisme, les activités de pleine nature.
L'APB, il est complexe parce qu'il est issu de la concertation. De ce fait, il a abouti à un texte qui a essayé de contenter tout le monde dans la mesure du possible. Alors, le principe de base, c'est l'interdiction de la pénétration des personnes dans les zones protégées en période sensible. L'arrêté s'est calqué sur la biologie des espèces et les restrictions les plus fortes sont imposées aux périodes où les espèces ont besoin de quiétude, c'est-à-dire l'hiver, essentiellement, des raisons évidentes d'énergie, d'économie d'énergie, et puis au printemps également pour assurer la reproduction. Alors, en regardant de plus près, finalement, pour les activités qui nous intéressent aujourd'hui, du 15 décembre au 30 juin, l'accès, il est interdit dans les zones autorisées, dans les zones réglementées, sauf sur les itinéraires autorisés. Ces itinéraires autorisés, vous allez les retrouver sur les panneaux qui sont aux entrées des APB, mais aussi sur la carte interactive. Vous avez là le QR code qui est affiché pour rejoindre cette carte. Sur les panneaux, il sera présent aussi, ce QR code. Elle reprend finalement, cette carte interactive, l'annexe 5 de l'APB. Donc, tout type de randonnée, que ce soit à cheval, à pied, à vélo, à ski, en raquette, n'est autorisé que sur les itinéraires qui figurent sur ces cartes. Sur certains massifs, c'est très simple. Bon, à Rovier, par exemple, c'est le plus simple. Il n'y a pas d'itinéraire autorisé au cœur du massif. Donc, du 15 décembre au 30 juin, il n'y a pas de pénétration possible. Sur la Haute-Joux, il y a peu d'itinéraires, ça reste relativement simple. Sur les 3 autres zones, Massacre, Rizou et Combe-Noire, on a beaucoup d'activités qui existaient déjà avant la mise en place de l'APB. Donc, on a beaucoup d'itinéraires qui sont autorisés. Alors, vous noterez, et c'est ça qui complexifie un petit peu l'arrêté, que certains itinéraires sont ouverts à partir du 15 mai. C'est-à-dire du 15 mai au 30 juin, vous pouvez prendre certains sentiers de randonnée qui ne sont pas accessibles du 15 décembre au 14 mai. Pour la pénétration des véhicules à moteur, elle est aussi restreinte dans les APV. Le principe de base, c'est même l'interdiction. Du 15 décembre au 30 juin. Malgré tout, vous avez l'annexe 6 de l'APB. Donc ça, le QR code doit vous amener aussi sur ces cartes qui vous indiquent quelles sont les voies qui sont ouvertes à la circulation des véhicules à moteur. À partir du 15 décembre jusqu'au 14 mai, ce n'est pas très compliqué. Elles sont toutes interdites, sauf au Rizou, la voie qui relie Bellefontaine à Bois d'Amont. Et puis, évidemment, les départementales qui longent ou traversent les APB de Haute-Joux et Combe-Noire. D'autres activités sont interdites dans cette période sensible, du 15 décembre au 30 juin. C'est le bivouac. Et puis, les chiens sont également interdits, même tenus en laisse. Hein, depuis 2019, il faut bien avoir en tête que même en laisse, les chiens ne sont pas autorisés dans la mesure où bien souvent, sur de longs itinéraires, il est rare que les chiens restent en permanence attachés. Du 1er juillet au 14 décembre, les restrictions sont beaucoup plus légères. Malgré tout, on vient de parler des chiens. Si vous avez un chien, vous pouvez venir, mais il doit être tenu en laisse en permanence quand vous êtes dans la zone protégée.
Euh, il est quand même recommandé de rester sur les sentiers balisés, puisque forcément, l'objectif de quiétude, il y est toujours, même si la période est moins sensible. C'est la faune ayant euh, une capacité relative d'adaptation à la fréquentation, dans le sens où elle va pouvoir prévoir, ou en tout cas tenir compte des zones fréquentées euh, régulièrement pour éviter ces zones à certaines périodes. Si vous restez sur les sentiers balisés, ces sentiers vont être évités par la faune ponctuellement aux horaires les plus fréquentés. Donc ça reste intéressant de ne pas aller partout, même dans la période de moindre sensibilité. Les drones sont interdits toute l'année au-dessus de l'APB. Euh, il est aussi recommandé d'éviter toute nuisance sonore. Les feux, tout comme la cueillette de champignons ou autres espèces végétales, ne sont pas réglementés par l'APB lui-même, mais par une réglementation qui est valable dans tout le département. Voilà l'essentiel de ce qui peut intéresser vos activités. Alors, on peut peut-être voir que les autres activités sont aussi réglementées, hein. Il n'y a pas que les activités liées au tourisme, au loisir de pleine nature. Euh, donc, on a vu dans la bulle de gauche, on a évoqué les activités qui nous intéressent aujourd'hui. À droite, les propriétaires ont quelques restrictions également. Les activités cynégétiques ou forestières sont réglementées aussi, encadrées en tout cas. Alors, ce ne sont pas les mêmes contraintes qui sont imposées à ces activités-là que pour les activités liées au tourisme. Mais elles sont encadrées et on retrouve tout ça dans l'arrêté et vous le retrouverez aussi, je crois, dans les mémos qui vous seront fournis aussi par le GTJ. Il faut savoir aussi que les projets de travaux ou les études scientifiques sont aussi encadrés et nécessitent une autorisation, une dérogation délivrée par la DDT. Ce qui peut d'ailleurs vous intéresser, certains acteurs peut-être présents ici, si des travaux doivent être engagés pour des infrastructures touristiques. Il faudra passer par la case DDT. La création d'itinéraires aussi n'est pas interdite, mais elle doit passer par l'autorisation aussi. Les manifestations publiques, peut-être que vous organisez parfois, sont aussi soumises à autorisation dans la PPE. Les contrôles, qui contrôle et quelles sont les sanctions? Je ne sais pas si ça peut s'afficher. Donc, nous, à l'OFB, on contrôle, on effectue des missions de surveillance, mais on n'est pas les seuls sur les APB. L'ONF, l'Office national des forêts, est aussi bien présent. Et puis, de manière peut-être plus ponctuelle, mais quand même régulière, la gendarmerie nationale et notamment le peloton de gendarmerie de haute montagne. Les sanctions auxquelles les contrevenants s'exposent, c'est l'APB prévoit une contravention de 4e classe. Donc, on a un quantum de peine qui va de 0 à 750 € en fait, hein. C'est variable selon la situation, oui. En fait, c'est le magistrat qui va décider de la peine d'amende délivrée, en fonction évidemment des conditions. Et pour vous donner un ordre d'idée, une contravention de 4e classe, quand elle est réglée en timbre-amende, il s'agit d'un timbre-amende à 135 €. On est souvent dans les peines prononcées autour de ces valeurs, un peu moins, un peu plus. Et puis, ça peut aller
à plus en cas de récidive. Et puis aussi, il faut reconnaître quand des professionnels, ça arrive de moins en moins, hein, ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé, de tomber sur des professionnels qui emmènent du monde en toute connaissance de cause dans les APB en infraction. Là, la peine peut être plus sévère, forcément. Alors, l'objectif de la police dans les APB, c'est bien d'éviter qu'il y ait du dérangement, de faire en sorte que la quiétude soit préservée. C'est pas de mettre des contraventions aux détenus qui passent. Souvent, les gens sont mal informés. La plupart du temps, on fait de l'information plus que de la verbalisation. C'est quand même un point à rappeler. Voilà, j'en ai terminé. Si des questions. Oui, on va prendre le temps à cette étape-là, peut-être de prendre des questions. Donc, je crois qu'il y en a déjà sur le Oui. chat. Alors, il y a déjà une thématique chien qui a émergé. Une question qui a été posée lorsque Maxime parlait justement de comment est-ce que les chiens sont autorisés ou pas. Et donc, une question qui demandait, et est-ce que même les réglementations s'appliquent sur les itinéraires autorisés? Maxime, si tu peux répondre. Oui, oui, tout à fait. Les chiens du 15 décembre au 30 juin sont vraiment interdits dans l'APB, hein, même tenus en laisse sur un itinéraire autorisé. Là, l'idée, c'est vraiment que le chien, à la fois, peut être perturbant pour la faune, et puis, malheureusement, on sait que un chien tenu en laisse à l'entrée de l'APB ne le sera pas forcément un peu plus loin. Une deuxième question concernant les chiens et qui concerne plus précisément ce qui se passe pour les chiens de chasse de façon assez spécifique. Oui, alors les activités de chasse sont réglementées dans l'APB, mais différemment des activités des autres loisirs. Donc les chiens sont autorisés lors des actions de chasse dans les périodes où elles sont permises. Donc jusqu'au 15 décembre, c'est-à-dire de l'ouverture générale jusqu'au 15 décembre, les chiens sont autorisés en battu ou les chiens d'arrêt, sans restriction particulière par rapport à d'autres secteurs du territoire. Après le 15 décembre et jusqu'à la fermeture générale qui a lieu dans le Jura fin février, les chiens ne sont autorisés que pendant les battues, et les battues sont restreintes à 6 par ACCA dans la période 15 décembre jusqu'à la fin février. Et puis il est demandé aux chasseurs aussi de ne pas effectuer leur plan de chasse avant le 15 décembre dans la mesure du possible pour pas avoir à faire de battues dans la période de sensibilité. Pour aller jusqu'au bout, s'il n'y a pas de neige, les chiens d'arrêt sont aussi autorisés après le 15 décembre pour aller à la bécasse. C'est quelque chose qui a fait un peu polémique au moment de la construction de la PV. Bon, voilà, c'est comme ça, le texte prévoit ça, avec un seul chien d'arrêt par chasseur. Merci Maxime pour ces réponses. D'autres questions? Une question concernant ce que dit l'APP pour les poses de pièges photo. Alors, l'APB ne réglemente pas la pose de pièges photo, hein, il n'y a rien qui en parle dans le texte. Malgré tout, du 15 décembre au 30 juin, la recherche active de la faune, hein, pour résumer ce qui est dit dans le texte,
est interdite dans l'APB. Donc quelqu'un qui irait relever le piège photo dans la zone interdite, il sera en infraction non pas parce qu'il a un piège photo, mais parce qu'il allait rechercher la faune et parce qu'il a pénétré dans une zone qui était interdite. Les pièges photo, c'est un sujet délicat. On a de plus en plus. Ça fait pas mal discuter. Pour poser un piège photo, il faut en tout cas l'accord du propriétaire du terrain, à minima. Merci. Alors, je vais peut-être prendre directement la question qui vient d'arriver, qui concerne le propos qui a été tenu. Une réaction qui disait donc concrètement, les battues peuvent être réalisées dans les zones en APPB. Rien n'empêche cela. Effectivement, le texte de l'APB autorise, comme je l'ai dit, il l'encadre, mais n'empêche pas les battues. Alors, comme je l'ai dit, avant le 15 décembre, elle se déroule comme ailleurs sur le territoire. Et après le 15 décembre, par contre, elles sont restreintes en nombre et c'est battu. Et il faut reconnaître que ces dernières années, les chasseurs ont joué le jeu puisqu'ils ont présenté un bilan lors du comité de suivi de l'APB. Il y a très peu de battus. J'ai pas le chiffre en tête, mais sur ces dernières années, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, hein, celles qui sont effectuées après le 15 décembre. David, tu souhaitais prendre la parole à ce sujet-là, peut-être? Je vois que ta main a été levée. Oui, pour compléter, mais Maxime a quasiment tout dit. L'APB, il demande aux chasseurs à réaliser le plan de chasse avant le 15 décembre. Et si vraiment ils ont eu des difficultés à le mettre en œuvre, ils peuvent déposer une demande à la DDT, ça n'est pas systématiquement accordé, une demande à la DDT pour faire des battues en période sensible. Mais ça n'est pas automatique et effectivement, les chasseurs ont joué le jeu. Il y a eu très peu de demandes de solliciter auprès de la DDT. Merci. Une autre question était comment voyez-vous l'intervention de plus en plus fréquente des abatteuses? Donc on s'éloigne un petit peu du sujet, mais peut-être. Alors oui, effectivement. Si ça vous convient, Maxime et David, je vais peut-être répondre à cette question-là. En fait, alors si on se tient strictement à la PPB, hein, qui est l'objet de cette matinée, il n'y a pas d'encadrement des méthodes d'exploitation sur les zones protégées. Il y a des périodes qui sont interdites, donc il n'y a pas d'exploitation forestière avant le 15 mai, qui sont autorisées sur ces zones-là. Certaines parcelles ont un statut qu'on peut dire de protection, mais qui est une protection volontaire et un engagement des communes à aller jusqu'au 30 juin, sur lesquelles il n'y a pas d'intervention sylvicole. Mais pour autant, les exploitations, à partir du moment où elles sont possibles, elles peuvent être possibles avec des bûcherons à pied, des tracteurs ou des abatteuses. Le texte de l'APB ne légifère absolument pas sur les méthodes d'exploitation. Donc après, la question sous-jacente, c'est de quel œil, comment on perçoit ces interventions. Les pilotes d'abatteuses, dès lors que le travail est bien fait et que le chantier est bien organisé, peuvent faire des travaux de très bonne qualité. Alors c'est toujours impressionnant parce que ce sont des très grosses machines, donc effectivement l'impact sur les chemins et les sentiers, enfin surtout les chemins et les pistes finalement, peut être important. Pour autant, en matière de perturbation de la faune, on ne va pas être sur un effet, alors de ce que l'on sait actuellement, on ne va pas être sur un effet plus important qu'un tracteur à pied, un tracteur ou un bûcheron à pied. Donc voilà, c'est finalement peut-être plus pour nous que c'est perturbant, mais pour la faune, pas d'impact a priori plus important qu'un tracteur traditionnel. Et ça répond vraiment à une évolution de la profession et aussi un problème de fond de la filière bois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bûcherons à pied, donc comme on en voyait encore il y a encore 5 à 10 ans en arrière, pour faire ce travail-là, qui est un travail compliqué. Donc la plupart d'entre eux maintenant s'équipent d'abatteuses pour faire ces travaux, y compris dans les forêts d'altitude. Ils ne peuvent toutefois pas intervenir partout, puisque selon les contextes de sol, notamment les lapias,
les abatteuses ne vont pas sur ces espaces-là. Voilà pour cette question. D'autres questions? Sur ce sujet, il y a une réponse toute chaude. Pas sûr d'avoir compris la différence de date entre abattage, sylviculture, débardage. Alors, en fait, comme l'a dit Maxime, il y a des dates qui correspondent à chaque type d'activité. Et pour les exploitations, il ne peut pas y avoir d'exploitation en forêt entre le 15 décembre et le 15 mai, 14 mai. Pendant cette période-là, vous ne devez normalement pas avoir d'exploitation en forêt, que ce soit à pied, à cheval, avec un tracteur ou une abatteuse. Voilà, ça c'est la règle. Et à partir du 15 mai, certaines parcelles deviennent autorisées en exploitation, quand d'autres restent impossibles jusqu'à la fin du mois de juin. Mais en fait, la méthode d'exploitation n'est absolument pas abordée par la PPB, on parle juste de date. J'espère que c'était plus clair. Une nouvelle question. Est-ce que les chasseurs peuvent pratiquer leur activité proche des sentiers autorisés aux randonneurs, skieurs, etc., du 15-12 à fin février? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer dans toutes les zones? Maxime, et puis je vois que tu as la main levée, comme ça, si tu veux compléter, c'est parfait. Non, simplement pour préciser sur la question précédente, l'intervention des forestiers est possible à partir du 1er mai sur Haute-Joux et Combe-Noire. Est-ce que tu peux répéter la question, Vincent, s'il te plaît? Est-ce que les chasseurs peuvent pratiquer leur activité proche des sentiers autorisés aux randonneurs, skieurs, etc., du 15-12 à fin février? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer dans toutes les zones? Proche des chemins de randonnée, c'est ça l'idée. Oui, les chasseurs partout peuvent pratiquer à proximité des chemins de randonnée. Par contre, ils doivent signaler quand ils sont en battu, à l'entrée en tout cas de la zone de battu, dans le chemin de randonnée. Le promeneur doit avoir l'information par un panneau qu'une battue est en cours. Et puis, il y a évidemment des restrictions en termes de sécurité. Donc, ils ne doivent pas tirer, évidemment, en travers ou en direction du chemin de randonnée. Alors, les questions qui suivent sont peut-être un peu plus éloignées de cette thématique-là en particulier, donc peut-être qu'on pourra y revenir. Sinon, on y revient à la fin. Ouais. Allez, on les garde. Peut-être continuer le déroulé et puis ensuite. Okay. Alors, puisqu'on n'a plus de questions qui traitent directement de la partie réglementaire, je vous propose qu'on passe la parole à Elina et qui va nous parler maintenant de la signalétique qui donc est et va être mise en place sur les sites d'arrêtés de protection de biotopes. Donc voilà, on va voir ce que vous pourrez voir directement sur les sites, donc concrètement pour vous guider. On va voir donc des panneaux qui sont déjà là depuis quelques années, mais là on a des nouveaux panneaux qui vont arriver, comme Alexandra vous a dit. Et on a 3 types de panneaux. Donc d'abord les panneaux informatifs, les totems que vous connaissez peut-être déjà, qui sont placés sur les parkings, généralement là où les gens ont le temps de s'arrêter et de lire. Donc assez ludique avec des dessins et des explications. À côté de ça, on a les panneaux didactiques qui vont arriver prochainement. Donc, pareil, des grands panneaux qui seront placés sur les parkings, qui font environ 1,70 m de largeur. Et pareil, assez ludique, avec des dessins, des descriptions, des massifs, etc. Et une petite plaquette réglementation en plus sur le côté droit, qui sont interchangeables. Donc nous, on va pouvoir changer ça suivant les différentes périodes dont on a parlé tout à l'heure. Et on a également des cartes indiquant les itinéraires autorisés justement sur ces périodes-là. Avec ça, on aura encore des nouveaux panneaux. Le panneau, vous entrez dans une zone naturelle protégée, donc vraiment un titre informatif, qui seront placés généralement sur les routes qui seront visibles par les voitures et vraiment que les gens sachent qu'ils entrent sur une zone protégée. Et enfin, les petites plaquettes qui sont placées tous les 100 mètres sur le périmètre
des zones protégées. Donc ils sont là aussi depuis quelques années, mais là on remet ceux qui sont tombés, qui ont disparu, etc. Ensuite, on va voir les panneaux réglementaires. Donc, il y a les panneaux jaunes que vous voyez sont déjà présents sur les sites et indiquent vraiment la réglementation. Ils sont placés sur les sentiers. Vient s'ajouter à ça les nouveaux panneaux qui sont en cours, qui sont finalisés et qui vont bientôt être imprimés. Donc, qui détaillent un peu les périodes, montrant qu'on voit bien ici accès interdit, sauf sur sentier autorisé, du 15 décembre au 30 juin. Et avec ça, on a une carte assez grande, pareil, des itinéraires autorisés. Sauf que cette fois, ça monte, vu que c'est un panneau qui reste là toute l'année, on voit sur la légende qu'il y a l'ensemble des itinéraires autorisés suivant les périodes. Et on a également le QR code dont vous avez parlé tout à l'heure, Maxime, qui vient sur la carte interactive dont on va vous parler tout à l'heure. Et enfin, les panneaux itinéraires interdits. Donc, c'est vraiment ils sont placés sur les itinéraires qui sont interdits, qui sont habituellement les plus fréquentés, histoire que les personnes ne passent pas. On a les bannières rouges, que vous avez aussi peut-être déjà vu des autres hivers. Voilà, qui sont assez grands, bien visibles. On va avoir également des demi-barrières en bois sur les routes, donc pour pas que les véhicules à moteur passent, accompagnés d'un panneau routier comme vous le voyez ici. Et enfin, des fanions où il va y avoir ce panneau triangle, itinéraire interdit de telle date à telle date, plus une carte indiquant les itinéraires autorisés, encore une fois, sur les plus petits sentiers, mais qui sont quand même assez empruntés, les autres périodes. Et donc tout ça sur une rubalise rouge et blanche à travers l'entrée des sentiers. Donc voilà. Il y a des questions par rapport à cette signalétique. On a une question qui a été posée dans la conversation, ce qui veut dire que toute la signalétique va être changée / uniformisée. Alors, une bonne partie, effectivement, comme l'a dit Elina, il y a quelques supports qui vont rester en place, quelques totems vont être enlevés, ceux qui sont les plus abîmés, les plus dégradés, ou qui brouillent un petit peu le message qui est délivré sur les sites. L'information, l'évolution importante, c'est vrai que ce sont les barrières qu'a évoquées Elina. Alors, demi-barrières pour permettre le passage des vélos, des personnes à pied, mais qui ont pour but d'empêcher de gêner en tout cas le passage des véhicules à moteur. Ces barrières, elles ne seront pas cadenassées pour éviter la dégradation, c'est-à-dire qu'il suffira de les ouvrir, fermer, de les poser sur le côté pour permettre le passage des engins de secours ou autres véhicules nécessaires au site. Et effectivement, on rentre dans une période où on va compléter et reposer des panneaux différents. Peut-être pour venir en complément de ce qui a été dit par Elina, le fanion que vous voyez toujours à l'écran, comme les banderoles, sont des panneaux temporaires, c'est-à-dire qu'ils sont posés au 15 décembre et déposés soit au 15 mai, soit au 30 juin, en fonction des statuts des chemins. Donc pour l'instant, c'est l'équipe du groupe Tetra et de l'OFB qui procède à ces installations, mais on est toujours preneur d'aide sur le terrain. Si vous souhaitez venir donner un coup de main pour la pose de ces fanions et de ces banderoles, vous êtes évidemment les bienvenus, voire même pour les autres panneaux, puisque le nouveau panneau dit réglementaire, un format carré qu'on a vu sur l'écran précédent, doit aussi être posé sur l'ensemble des sites et ça représente plus d'une centaine de panneaux à poser dans les prochains mois. Voilà, donc effectivement, on a repris toute la signalétique pour apporter un message qu'on espère être plus clair. Ça concerne donc bien la signalétique installée à toutes les entrées des massifs, portes d'entrée du réseau, massacres, etc., mais aussi accès secondaire et chemins de randonnée. Oui, complètement. Oui, là, on essaye vraiment, on a vraiment les panneaux principaux, donc le panneau didactique qui a été évoqué par Elina, le panneau routier, vous entrez dans une zone naturelle protégée, qui sont vraiment posés sur les entrées de site. Parkings principaux, typiquement à Bellefontaine, secteur du Grand Remblai,
à Bois d'Amont, parking des Combettes ou sur les Rousses, Combe du Vert, à la Phrase pour le massacre, etc. Après, on a les panneaux de format plus petit qui, eux, sont posés plus particulièrement sur les entrées soit sur le périmètre du site, soit sur les sentiers de randonnée, aux entrées de sentiers de randonnée. Et après, il est possible qu'on rate des endroits qui peuvent paraître pertinents à équiper, auquel cas, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse compléter le dispositif sur les sites. Alors, est-ce que on te contacte directement pour de la pose de signalétique? Alors, on peut, oui, si jamais vous êtes intéressé pour venir travailler avec nous sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci, vous nous contactez soit sur la boîte mail du groupe Tetra Contact, soit moi-même, soit Marjo. On vous mettra de toute façon dans les pièces qui vous seront envoyées en fin de webinaire les contacts pratiques. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous envoyer un petit mot pour nous solliciter, soit pour des questions complémentaires, soit pour participer à ce magnifique travail de pose de panneaux. Là, pour l'instant, alors, C'est tout pour les questions? Ces informations sont-elles présentes dans les offices de tourisme? Alors, pour l'instant, elles sont partiellement présentes dans les OT, puisque les OT ont à disposition, ce qu'on n'a pas présenté là, des supports papier, donc des petites plaquettes ayez la bonne altitude. Donc, à chaque début de saison, les OT on fait une tournée pour réassort en fait, de ces outils. Et là, à la fin du webinaire, donc les OT seront destinataires d'un espèce on va faire un petit kit papier qu'on va imprimer et diffuser aux OT pour qu'elles aient une pochette à disposition pour pouvoir disposer vraiment de cette information avec les visuels des panneaux, de la même manière pour qu'elles puissent montrer à leur clientèle que les gens seront susceptibles de voir sur leur lieu de balade. Il n'y a pas de questions il n'y a plus de questions par. Bon, s'il n'y a plus de questions sur ce sujet-là, je vais passer la parole à Marjolaine, qui va vous présenter les différents outils que vous avez pour l'instant à disposition pour préparer, soit pour préparer vos sorties ou pour informer vos clients, votre clientèle sur la meilleure façon de prendre en compte cette zone naturelle protégée. Marjolaine, c'est à toi. Alors, il faut savoir que en France, on a un outil qui est assez pratique pour n'importe quel endroit que vous voulez aller visiter, on va dire, qui s'appelle Géoportail. Donc, bientôt, ça va changer de nom, ça va être carte.gouv.fr. Mais juste une petite modification, c'est carte avec un S, carte.gouv.fr. Okay. Donc, je voulais vous présenter cet outil parce que si vous avez envie d'aller découvrir d'autres endroits que le massif jurassien, vous pourrez retrouver pas mal de réglementations sur ce site. Donc, on va voir comment, ensemble, je vais vous partager l'écran pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne et surtout où aller chercher l'information. Alors, quand vous arrivez sur la plateforme, vous allez rechercher l'endroit vers lequel vous voulez vous rendre. Donc, moi, je mets les routes en exemple. Alors, faites bien attention parce que des fois, on a plusieurs propositions qui s'affichent. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà quelque chose, mais on va recommencer depuis le début. Donc, une fois que vous êtes sur le site, là, ça nous indique du coup le secteur qu'on a choisi. Et vous allez voir l'onglet carte en haut à gauche de l'écran. Donc, vous cliquez dessus. OK. Vous avez différentes fonds de cartes que vous pouvez choisir. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, surtout pour ce qui est randonnée, c'est mettre un petit fond IGN. Vous pouvez ensuite revenir sur les fonds de cartes. Il va falloir que vous alliez en bas du menu déroulant et vous avez différentes propositions de thèmes. Ici, vous allez dans développement durable, énergie et vous aurez espace protégé. Donc, vous cliquez à nouveau dessus. Et ici, vous avez à peu près tout ce qui est possible en France comme espace protégé. Donc, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être les arrêtés de protection de biotopes qui vont normalement s'afficher. Voilà.
je vais juste remettre le petit fond de carte IGN parce qu'il n'est pas passé. Et si vous avez, comme moi, à ce moment-là, le fond de carte IGN qui s'affiche. Alors, je suis désolée, je ne suis pas en face de l'écran. C'est assez compliqué pour moi de voir ce que je fais. Voilà. Merci. Donc, on va recommencer. Les rousses. Hop. Voilà. Donc, comme je vous le disais, si vous avez comme moi le fond de carte IGN qui a pris la place sur le devant, vous avez sur la droite, ce coup-ci de l'écran, les différentes couches de cartes que vous avez mises. Et donc, à ce moment-là, vous avez simplement à glisser l'une par rapport à l'autre pour que la première qui s'affiche dans l'ordre, donc du haut vers le bas, soit bien affichée au début. Et ainsi, vous avez, voilà, là, si je dézoome, vous avez tous les arrêtés de protection qui s'affichent. Maintenant, on sait que sur notre territoire, on a également des parcs naturels. Donc là, on peut aller chercher également parcs naturels régionaux. Et vous voyez qu'on voit apparaître le parc naturel régional du Haut-Jura. Donc voilà pour la présentation de cet outil. N'hésitez pas à aller chercher voilà, dans les différentes aires protégées, parce que des fois, on ne sait pas du tout lesquelles peuvent être à proximité de notre endroit de randonnée. Donc il faut un peu chercher pour savoir. Je vais laisser la parole à Elina maintenant. Il va vous présenter ce qu'on a développé plutôt ce qui est en cours de développement pour la PPB, plus particulièrement sur le massif du Jura. David, tu souhaitais intervenir? Oui, simplement une petite précision sur l'outil. On voit apparaître tous les APBB. Il y a le forêt d'altitude, on a également les corniches calcaires ou les ruisseaux. Et si on zoome avec un clic gauche, on peut avoir un lien qui permet de télécharger le règlement de chacune de ces aires protégées. Voilà, avec la petite fiche technique qui apparaît dans la bulle et ça permet d'avoir le règlement de chacune des aires protégées. Information importante. Merci David. Nina? Alors du coup, tout à l'heure, on a parlé de QR code et de cartes interactives. Donc c'est le QR code que vous voyez là. Et lorsque vous scannez ce QR code, vous allez atterrir sur le site de la préfecture du Jura, avec ici une présentation de l'APPB Forêt d'altitude du Haut-Jura, et donc un lien vers le texte officiel, et également un lien qui va être mis autrement lorsque la carte sera développée, terminée d'être développée, vers la carte interactive. Et donc, je vais vous montrer les ébauches, on va dire, de cette carte interactive. Donc, lorsque vous arriverez dessus, vous aurez un petit message de présentation de la plateforme, de la PPB. Puis, vous pourrez choisir le massif que vous voulez, sur lequel vous voulez vous rendre, par quelle pratique, donc en voiture ou autre chose, et enfin la période pendant laquelle vous voulez y aller. Et avec tous ces critères, la carte va zoomer automatiquement sur le massif que vous avez sélectionné et afficher les itinéraires autorisés pendant la période que vous avez également sélectionnée avant. Et donc, après, évidemment, vous pourrez bouger sur l'ensemble de la carte, changer les critères, également télécharger les couches SIG et télécharger les cartes au format PDF. Donc, ça va être le même type de carte qu'on a sur les panneaux dont je vous ai parlé juste avant. Et voilà, donc la plateforme va être disponible dans les jours, semaines à venir, normalement. Je vais vous relaisser avec Marjolaine pour la suite. Alors maintenant, on va vous proposer un petit exercice. Il faut quand même bien vous faire travailler un petit peu. Alors, l'idée, c'est qu'on a déjà créé une cartographie
une plateforme cartographique en attendant d'avoir la nouvelle, on va dire. Et donc, sur notre site internet, vous allez pouvoir... Ah mince. Vous allez pouvoir... je sais juste... Voilà. Arriver sur cette page-là. Donc, ici, nous avons zoomé sur le massif du Massacre. Et l'exercice est le suivant. Donc, imaginez que vous êtes randonneur et nous sommes le 2 février. Il n'y a pas de neige et vous souhaitez vous rendre ici, à la grotte. Avez-vous le droit de vous y rendre ou non? Donc, on va vous laisser une ou 2 minutes pour réfléchir un peu. Et puis, vous nous donnerez vos réponses dans le chat. Dans le chat, oui. Voilà. Et il n'y a pas de mauvais points ou de Oui. distribués à la fin. Voilà. Donc, pas d'inquiétude si les réponses sont erronées. Alors, Vincent nous dit que vous avez plutôt bien joué le jeu et que vous avez plutôt de bonnes réponses. Donc, bravo à vous. Effectivement, vous n'avez pas le droit à cette période, même s'il n'y a pas de neige, de vous promener jusqu'à la grotte. Donc, il va falloir attendre au moins jusqu'au 1er juillet. Maintenant, on va vous présenter quelques outils dont vous a parlé Alexandra tout à l'heure, qui sont présents sur notre site internet. Donc, pour les retrouver, vous allez aller sur l'onglet Zone naturelle protégée, APPB, puis ce qu'il faut retenir. Vous avez la cartographie qu'on vous a présentée juste avant ici. Donc, ce qu'il faut retenir, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir les mémos dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le petit mémo que vous a présenté Maxime, puis par activité. Donc, comme ça, vous avez à disposition pas mal d'informations ici. Ensuite, si vous cliquez sur les liens qui suivent, donc ce que vous voyez, par exemple, bien préparer ma sortie dans les APPB du 15 décembre au 30 juin, donc pour le massif du Rizou, Massacre et Bois-de-Bouin à Robier, vous allez pouvoir visionner les petites vidéos conçues spécialement pour être diffusées dans les offices du tourisme que nous avons préparées pour résumer, on va dire, le texte de la PPB sur ces périodes. Donc, je vous propose d'en visionner une. Hop. C'est normal. Ouais. Donc voilà, donc ces petites vidéos sont censées tourner sur les écrans dans les bureaux d'office du tourisme, ce qui permet par exemple qu'en attendant d'avoir des informations, les personnes en général regardent l'écran et ont déjà un peu ça en tête. Donc là, on voit bien qu'on est sur la forêt du Massacre et du Bois-de-Bouin à Robier.
Donc voilà pour cette petite présentation. Sur notre page YouTube, vous pouvez retrouver donc toutes ces petites vidéos et quelques-unes en plus pour vraiment expliquer la réglementation. Voilà. Merci. Merci Marjolaine. On arrive gentiment à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on a parcouru une grande partie de la présentation qui était préparée par Elina. Avant qu'on passe aux petits mots de conclusion, je vous propose qu'on fasse un petit tour de questions, puisqu'il me semble qu'on en a gardé au moins une ou deux pour la fin. Vincent ? Alors, il y a une question toute fraîche. Est-ce qu'il est envisagé de faire appel au personnel en charge du balisage des secteurs APPB pour la pose de la nouvelle signalétique, notamment si un manque est constaté sur un secteur en période de forte fréquentation, l'action pourrait être réalisée plus rapidement? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en fait, il n'y a pas de personnel affecté réellement à la pose de la signalétique sur les APPB. L'APPB n'a pas de personnel en tant que tel, c'est-à-dire, comme l'a dit Maxime, il y a la police de l'environnement, ONF, gendarmerie qui sont chargés de faire respecter la réglementation. Et là, en l'occurrence, le groupe Tétra-Jura bénéficie de financement de la part du ministère pour assurer ce travail d'animation et de remise à jour de la signalétique. Et donc, c'est dans le cadre de ce travail-là que nous assurons ce travail ces interventions de terrain, en fait, pour la signalétique, la maintenance, le remplacement, etc. On envisage, et c'est un travail qu'on va devoir mener dans le courant de l'année 2025, d'essayer de voir avec les sites nordiques, communautés de communes, de voir s'il est envisageable que des panneaux puissent être mis à disposition, effectivement, pour répondre un petit peu à des situations d'urgence, alors urgence très relative, mais de pouvoir compléter la signalétique pendant les périodes de vacances, notamment s'il y a un manque évident qui est identifié. Mais encore une fois, l'APPB n'a en tant que tel pas de personnel dédié pour cette tâche-là. Est-ce que je peux rajouter une petite info? Sur certains sites, on est en lien avec certains personnels pour les pistes de ski notamment, qui, eux, peuvent nous faire remonter l'information, mais en général, ils n'ont pas de stock de panneaux à disposition. Donc, à ce moment-là, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous préviennent quand ils sont au courant que c'est nous qui sommes en charge de la pose des panneaux. Voilà. Merci pour la précision. Une question assez, je pense, rapide sur comment expliquer l'effondrement de la population sur Ban-à-Robier. Ah oui, alors là, on revient tout au début, effectivement, de la présentation. Donc, effectivement, sur le graphique, on avait une chute importante de la population sur Ban-à-Robier. C'est simplement, c'est ce qu'on appelle, nous, un biais d'observation. C'est lié aux mauvaises conditions météo qu'on a eues pendant la période des comptages sur les places de champs, qui ont fait que le suivi nous a indiqué la présence uniquement d'un seul coq-chanteur. On a fait le choix de ne pas retourner faire d'affût sur la zone pour ne pas déranger à nouveau ce secteur et donc de se contenter de ce résultat, quand bien même sur le site, on avait des indices qui laissaient à penser que d'autres individus étaient présents les jours précédents. Donc vraisemblablement en 2025, on devrait, on espère, en tout cas revenir à un résultat plus normal pour cette place de champ et ce massif-là. Auquel cas on pourra mettre un petit éclair pour manifester un accident de parcours sur la courbe de ce suivi et atténuer son effet un petit peu traumatisant, je le reconnais, quand on regarde la courbe. Et en fait, une autre question au début qui était liée à l'épicéa et qui réagissait en indiquant que pourtant il y a eu effectivement une grosse chute en 2024. Ce n'est pas lié effectivement à la question de l'épicéa, mais c'est bien lié aux conditions climatiques quand on met en œuvre les suivis. Les conditions climatiques, l'absence de neige complique beaucoup la bonne réalisation des suivis et peut faire qu'on a des résultats qui sont moins bons que les années précédentes. Donc c'est pour ça qu'on indique les chiffres qu'on collecte, mais il faut toujours les considérer sur des fenêtres glissantes pour bien identifier une dynamique à la hausse ou à la baisse d'une population.
Pour autant, vraisemblablement, les populations de tétras, depuis quelques années, sont en situation de baisse assez nette. Reste à savoir en 2025 si cette baisse se confirme ou si on est sur un palier. Voilà. Une question qui est un petit peu dans ce même thème. Est-il prévu une réintroduction de coques sur les 5 zones APPB si la population continue de baisser? Alors, c'est un très vaste sujet, vaste question qui se pose actuellement, notamment suite aux actions qui ont été mises en place sur les Vosges donc en 2024. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Dans le massif jurassien, c'est un sujet qu'on aborde et qu'on commence à étudier de façon très, j'allais dire presque quotidienne, mais pas tout à fait, mais en tout cas de façon très prégnante. Là, on en est à l'étape de savoir si effectivement un renforcement de la population serait la bonne approche à avoir pour le massif jurassien, considérant les questions d'habitat qu'on a évoquées avec la disparition des résineux, et de voir si effectivement le renforcement pourrait être de nature à sauver la population jurassienne. Pour l'instant, la question n'est absolument pas tranchée. On se donne encore 2 à 3 ans, vraisemblablement, pour faire le choix. Et de toute façon, dans le massif jurassien, ce sera forcément un choix collectif. Ce ne sera pas que le groupe Tétra Juras. Si on veut qu'il ait une chance, si cette action doit avoir une chance de fonctionner, elle devra forcément être portée par le territoire. Sinon ce sera un échec très probable. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant de trancher et de savoir si effectivement il y aura une réintroduction, plutôt un renforcement. Et s'il devait y avoir un renforcement, toute la question serait aussi de savoir si il se place uniquement sur les zones qui sont protégées ou plus largement à l'échelle du massif jurassien pour restaurer la connectivité à l'intérieur de cette grande montagne jurassienne. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. On aura l'occasion d'en reparler, de passer de l'information sur ce sujet-là, qui est vraiment un sujet important. Alors, je me permets de prendre 2 questions qui ont bien patienté au chaud dans l'onglet questions et réponses. La première, c'était: est-ce qu'il y a un plan de chasse pour la bécasse? Alors, je vais repasser la parole à Maxime, si tu veux bien. Alors pour la bécasse, il n'y a pas de plan de chasse, il y a un PMA, un prélèvement maximal autorisé, qui est national. Donc chaque chasseur a droit à 30 bécasses par an. Et il y a des restrictions de prélèvement par département à la journée ou à la semaine. Donc selon les années, hein, ça peut varier, mais c'est pas plus de 3 par jour, 6 par semaine. Voilà, c'est ce genre de disposition qu'il peut y avoir. Mais ce qu'on peut retenir, c'est 30 maximum par chasseur, par saison. Merci, Maxime, pour cette réponse. Et lorsque nous parlions des abatteuses et de leur impact, il y a justement une question qui était: est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur la faune et tout ce qui est sur le sol et dans le sol? Alors effectivement, la question des sols, c'est un vrai sujet et c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par le monde de la forêt au sens large. Finalement, le message qui est porté actuellement par les ingénieurs forestiers et les personnes qui se préoccupent de ces questions, c'est de limiter le passage des engins à des parcours qui sont dévolus uniquement à cette tâche. C'est-à-dire que les abatteuses ne peuvent pas aller zigzaguer au milieu d'un peuplement pour aller chercher des bois. Ça n'est pas leur objet. Elles vont utiliser ce qu'on appelle des cloisonnements, donc qui vont être des pistes forestières en terrain naturel, en fait, qu'elles vont utiliser uniquement. Et après, c'est le bras de la batteuse, qui peut être relativement long, qui va aller chercher le bois à l'intérieur du peuplement. Donc, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de mètres, hein, selon la taille de la machine et surtout la taille du bois. Et donc, avec le bras, elle va aller chercher l'arbre à bout de bras et le ramener sur ce qu'on appelle donc le cloisonnement. Et après, le bois est laissé au bord de ce cloisonnement. La batteuse continue son parcours et récolte les bois comme ça à droite et à gauche de ce cloisonnement. Et c'est ce qu'on appelle un porteur, donc qui est un engin qui va prendre ces bois, les poser sur sa remorque et faire les trajets. Et donc, avec ce dispositif,
il y a un impact fort sur le cloisonnement, mais qui du coup est très localisé à un périmètre pour le coup très réduit, et le reste du peuplement n'est pas touché. Et donc l'objectif du monde de la forêt au sens large, c'est d'avoir de plus en plus cette approche, donc d'avoir ces petites pistes qui permettent de rentrer dans le peuplement, mais qui limitent le passage des engins à l'intérieur de la forêt pour justement limiter les effets et les impacts sur le sol, puisque c'est de plus en plus documenté. Alors, une question toute fraîche sur beaucoup de personnes utilisent les applications pour leur randonnée et ne prennent pas la peine de lire les panneaux. Y a-t-il une veille sur les réseaux? Quelqu'un veut répondre? On essaye. Tu veux? Vas-y. Il y a des efforts qui sont faits, notamment en relation avec le parc naturel régional du Haut-Jura, la LPO, pour essayer de mettre plus en lumière cette réglementation, que ce soit sur les applications de randonnée, sur les plateformes cartographiques, etc. À l'heure actuelle, voilà, c'est encore un peu lacunaire et ça nécessite encore du travail, mais nous sommes dessus et essayons de faire la chose la plus pertinente possible. Et pour compléter, peut-être, donc au sein du groupe Tétra Jura, on a un pôle sensibilisation et un pôle veille qui a pour objectif de justement opérer une veille sur les réseaux sociaux pour pouvoir apporter des réponses. Mais voilà, pour l'instant, on a trop peu de bénévoles pour être vraiment efficace et le travail est absolument colossal. Donc là aussi, on est preneur de bonne volonté pour avoir de l'aide. Parce que comme vous le voyez, hein, toute l'équipe permanente du groupe Tétra est devant vous. Donc à 4, on ne peut pas être présent tout le temps, en fait, sur tous ces sujets. Donc là aussi, on est preneur de bonne volonté. On peut profiter pour parler du... Ah oui, aussi, oui. Alors, je profite de cette question pour parler également du maraudage. Donc, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, l'OFB fait beaucoup de sensibilisation, mais nous aussi, dans nos missions, on va en fait au-devant des personnes pour les sensibiliser, pour leur expliquer en fait ce qu'est la PPB. Donc ça s'appelle le maraudage et il y a également des bénévoles qui sont formés à ça chaque année. Donc on est pour l'instant une très très petite équipe. Donc c'est exactement la même chose. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ou à faire passer le message à ceux qui pourraient être intéressés par ce genre d'action. Une question sur les cloisonnements dont tu as parlé. Les cloisonnements sont des pratiques courantes avec un bon conducteur de travaux? Non. Est-ce qu'elles sont vraiment courantes? Alors, les cloisonnements, c'est une pratique qui est encore couramment utilisée, mais surtout en cutère régulière, donc plutôt dans les forêts de plaine. Et il faut bien comprendre que l'arrivée des abatteuses sur les forêts du Haut-Jura sont finalement très récentes. En grande partie, en tout cas sur les forêts communales, vraiment liées à cet épisode de dépérissement des peuplements résineux qu'on subit sur le Haut-Jura depuis 2-3 ans. Mais historiquement, il n'y avait pas d'abatteuse en fait sur le Haut. Donc les forêts, pour l'instant, n'ont quasiment pas de cloisonnement, à quelques rares exceptions près, sur ces massifs du Haut-Jura. Donc, encore une fois, il y a des forêts qui vont s'y prêter plus que d'autres et il est très probable que les gestionnaires forestiers, les propriétaires se posent la question à l'avenir de création de cloisonnement pour justement éviter réduire les impacts sur les sols. C'est des sujets qui sont assez compliqués, complexes, parce que les cloisonnements qui sont créés sont aussi une forme de voie de pénétration et peuvent aussi être utilisés pour les pratiquants de sport de nature, balades de différentes natures. Donc là aussi, toute la question est de savoir qu'est-ce qui est pertinent et judicieux à mettre en place sur ces zones, notamment les zones protégées qu'on a évoquées aujourd'hui. Et alors, la dernière question qu'on a pour l'instant, qui est une combinaison de deux, a-t-on une idée de l'effectif total de la population de Grand Tétras sur les 5 APPB et l'ensemble du massif jurassien, ainsi que sur l'effectif franco-suisse dans sa globalité? Alors, l'effectif franco-suisse dans sa globalité est estimé à peu près à 400 oiseaux. Alors, je dis bien à peu près, parce qu'on a des fourchettes qui sont un petit peu variables, mais globalement, on peut retenir le chiffre de 400 oiseaux à l'échelle franco-suisse.
La population jurassienne, elle était estimée à 280 oiseaux en 2020. On va reprendre le travail on va remettre à jour cette estimation en 2025. On craint collectivement une baisse notable de la population. Pour l'instant, on n'est pas capable de dire à quelle proportion le chiffre va arriver. Mais bon, voilà, il y a fort à parier qu'on descende en dessous de la barre des 250 individus, malheureusement. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la population jurassienne. Et là, je vais vous dire une bêtise si je vous donne le chiffre pour les 5 APPB parce que je ne l'ai pas en tête et je préfère pas dire de bêtises. Donc peut-être on pourra vous répondre via le chat ou par mail si on a les coordonnées de la personne qui a posé la question pour pouvoir répondre. Pour l'instant, alors, une remarque. Il s'agit alors sur le sujet des cloisonnements. Ouais. Oui, il s'agit de pistes ici, mais ils ne passent pas n'importe où dans l'ensemble quand même. Oui, alors j'ai pas compris la remarque. Il s'agit de pistes ici, mais ils ne passent quand même pas n'importe où, il me semble. Pour les cloisonnements. Pour les cloisonnements. Ouais. Alors sinon, si la personne qui a posé la question, Florence Carena, je crois, si vous voulez peut-être préciser pour être sûr d'apporter la bonne réponse. Si vous levez la main, je peux vous autoriser le micro, sans souci. Je vous écoute, Florence. Juste au Teams, c'est pas. Est-ce que nous, on peut... Il semble y avoir quelques petites difficultés. Des petits soucis. Bon, je vais essayer d'apporter une réponse et puis bon, ça suppose pas une question particulière, mais dans l'absolu, les exploitants forestiers font en sorte de ne pas aller partout. Mais c'est vrai que avec un tracteur classique, on peut plus facilement rentrer à l'intérieur des peuplements pour aller chercher les bois qui ont été coupés par les bûcherons, puisque leur taille est plus réduite. Voilà, ça permet beaucoup plus de facilité de pénétration. Donc de plus en plus, comme je l'ai dit, les exploitants font attention justement à bien rester sur les pistes pour ne pas aller à l'intérieur des peuplements ou le moins possible, parce que au-delà de l'effet que ça a sur les sols, ça abîme aussi les jeunes plants, la régénération, etc. Et voilà, c'est la forêt de l'avenir. Donc les forestiers sont sensibles pour la plupart d'entre eux à ces questions-là. Mais c'est vrai que les tracteurs traditionnels permettent d'aller plus loin dans les forêts et peuvent beaucoup plus zigzaguer à l'intérieur des forêts. Donc, c'est des pratiques qui se réduisent de plus en plus et pour lesquelles il y a une vigilance plus importante. Donc, voilà, abatteuse, tracteur, c'est vraiment des outils à utiliser en fonction du contexte de la forêt. Et aussi, voilà, il y a une réalité en termes de main-d'œuvre disponible qui est réelle sur le massif jurassien. Alors, je me permets de baisser la main. Ouais. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Bon, on va arriver gentiment aux 2 heures maximum qu'on s'était fixées. David et Maxime, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de conclusion avant qu'on mette fin à cette matinée? Alors David, peut-être, puisque tu as l'écran. Oui, j'espère que le message est bien passé, mais on avait affaire à un public, je pense, déjà assez convaincu de l'intérêt de préserver ce patrimoine-là. Et puis ce qui est notable, c'est l'effort qui est à faire, qui est engagé pour développer la communication puis rendre un peu plus compréhensible la signalétique. Parce que comme on l'a dit, les APB ont été modifiés plusieurs fois. Le périmètre et puis les périodes ont évolué un petit peu. Il y avait un peu de confusion sur le terrain. Donc c'est bien qu'on ait cette démarche-là aujourd'hui. Merci David pour ta prise de parole et puis les présentations que tu nous as faites aujourd'hui. Maxime. Je peux simplement ajouter que le service départemental du Jura de l'OFB reste disponible en cas de questionnement sur la réglementation.
Merci à toi et merci également pour ton intervention aujourd'hui. Alors, on espère vraiment que ce webinaire vous aura permis de mieux comprendre cet arrêté de protection de biotope et toute cette réglementation. On l'a vu, elle est complexe. Elle demande de vraiment prendre le temps de se renseigner en amont sur ce qu'il est possible de faire en fonction des périodes. Comme on l'a indiqué, on vous laissera à disposition, on vous mettra à disposition via des liens de téléchargement envoyés sur vos adresses d'inscription les différents outils qui ont été, les différents supports qui ont été présentés aujourd'hui, abordés, les différents liens qu'on a pu utiliser. Si vous avez des besoins d'informations complémentaires aussi sur les bonnes pratiques, vous pouvez aussi vous rapprocher du PNR du Haut-Jura qui porte un projet qui s'appelle Quiétude Attitude, qui appuie notamment les professionnels pour mettre en place des bonnes pratiques. Donc c'est aussi intéressant, c'est une bonne source d'information pour faire de la sensibilisation, donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, donc je pense qu'on peut mettre fin à la matinée. On aura rempli le contrat, il est 2h moins 10 minutes. Voilà, encore une fois, on espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions complémentaires. Les accompagnateurs en montagne indiquent qu'ils sont également disponibles sur ce. Très bien, merci. Merci à eux. Merci à tous. Merci à tous et très belle journée et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.